Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Histoire universelle de la connerie de Jean-François Marmion, lu par Hippolyte Audoui. Et le singe devint con. Ne sous-estimons jamais le péril juif. Les Israélites, marionnettistes des groupes de presse et tapis dans la pénombre des banques, nous saisissent à la gorge en faisant mine de nous caresser et nous briseront la nuque. Ne gâtons pas trop les sauvages auxquels nous accordons les lumières de la civilisation. Ils pourraient se croire nos égaux. Et Dieu préserve nos filles de jamais épouser des nègres, qui abâtardiraient le sang hérité de Vercingétorix et Clovis. Les femmes qui lisent sont dangereuses. Elles emplissent leur minois de délire de grandeur et ne demanderont bientôt qu'à fumer, porter le pantalon, mettre leur nez dans les comptes, régenter les menus plaisirs de leur mari, travailler dans des carrières scientifiques même. Les hommes concurrencés se retrouveront au chômage et sombreront dans l'alcoolisme, tandis que leurs adolescents, livrés à eux-mêmes, se verront voués à l'oisiveté et aux pires maux. Les sodomites sont des malades dont il importe de corriger la perversion. Sinon, qui sait de combien de mineurs ils finiraient par abuser. Quant aux égarés qui se réclament de Lesbos, qu'un gaillard les honore avec une mâle vigueur pour les remettre dans le droit chemin. Et puis, ce qu'il faut aux jeunes, c'est une bonne guerre. Il n'y a pas si longtemps, de tels propos reflétaient l'opinion dominante. D'ailleurs, ils n'ont pas tout à fait disparu. Si une histoire universelle de la connerie avait vu le jour en France au début du XXe siècle, sans doute aurait-elle qualifié d'abrutis, de scélérats et d'imprudents dégénérés les féministes, pacifistes, anticolonialistes, cosmopolites et laïcards alors marginalisés. Et qui sait quels beaux principes d'aujourd'hui atterriront demain dans les poubelles de l'histoire. Exactement comme les individus, les groupes d'une époque donnée, du village à la nation, entretiennent des représentations simplistes et binaires sur ce qui est bien, mal, noble, vulgaire, civilisé, barbare, s'attribuant de plus ou moins bonne foi les meilleures qualités, affublant les autres de toutes les tares, se définissant en miroir inversé de tels épouvantails, bouc émissaire et cible idéale. Si à l'échelle de notre seule société, l'étude des hauts faits de la connerie humaine paraît donc hasardeuse, y adjoindre les points de vue d'autres cultures risque encore de brouiller les lignes. Le caractère protéiforme du phénomène, le relativisme, les risques d'anachronisme, l'absence de données, peuvent rendre le présent livre parfaitement vain. Il faudrait donc capituler sans même livrer bataille, déclarer forfait. L'entreprise dût-elle relever du seul baroud d'honneur, nous avons la faiblesse de penser qu'une conologie, ou étude de la connerie, ne saurait s'avérer totalement inutile, non pour nous risquer à la moindre conclusion définitive, ce qui serait d'une abyssale présomption, mais pour alimenter la réflexion. Proposer une tentative de débroussaillement, une exploration de contrées intimidantes car luxuriantes, en un mot, une enquête. Ce qui rejoint très précisément l'étymologie du vocable « historia ». Mais par où commencer ? Que la connerie soit, et la connerie fut. Quand situer l'acte de naissance de la connerie dans une histoire universelle ? Serait-elle apparue avec l'univers lui-même ? Après tout, si Dieu existe, quelle mouche l'a piqué de créer quoi que ce soit, lui si insurpassable ? Pourquoi cette volonté, ce désir, cette envie ? Il avait donc un manque, une faille. Il était donc imparfait, lacunaire, oisif, qu'il lui fallut déclencher la grosse pichenette du Big Bang. Pourquoi extirper du néant ce désert immense dont nous n'arpentons qu'un grain de sable avant de retourner nous-mêmes en poussière ? Mais sachons rester humbles devant ces questions qui ne sont pas du ressort de l'histoire. Comment veux-tu que je te parle de Dieu ? Je ne sais même pas me servir d'un ouvre-boîte. Ainsi parlait Woody Allen. Voici toutefois des millénaires que des téméraires se demandent si l'univers, en tout cas notre planète, ne serait pas une connerie. Par exemple, certaines sectes contemporaines et rivales du christianisme primitif avançaient déjà l'hypothèse que s'il existe bel et bien un créateur éternellement parfait, notre monde, lui, fut créé par un sous-dieu, un ersatz, un amateur, un empoté, le démiurge, ou les démiurges. Pour certains spéculateurs, c'est Gaston Lagaffe cosmique s'y serait mis à plusieurs. Se prenant pour l'égal de Dieu, ce grossier personnage, en guise de création,
n'aurait commis qu'une approximation, un brouillon, ni fait ni affaire. C'est à lui seul que nous devons notre soumission à la matière corrompue, illusoire, éphémère, et à son corollaire le temps. À nous d'échapper à cette réalité en palimpseste pour embrasser le chef-d'œuvre enfoui sous la caricature, démasquer l'imposteur pour s'unir au vrai Dieu. Les retrouvailles tant espérées avec le divin portent un nom, la gnose, c'est-à-dire la connaissance. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir, au gré des sectes d'alors, y compris se jouer systématiquement des interdits religieux, alimentaires et sexuels, mépriser totalement le décor qui nous entoure et les spectateurs fantoches qui le confondent avec la vraie vie. Connaître toutes les expériences possibles, quitte à faire consciencieusement le mal jusqu'à s'en blaser. Le prix à payer de l'évolution. Dans la perspective gnostique, la tâche originelle n'est donc pas humaine, mais cosmique, lorsque la connerie gangréna le démiurge, le poussant à se croire l'égal de Dieu. Adam et Ève ont-ils jamais cherché autre chose en goûtant aux fruits de la connaissance, apanage de leur Créateur? Les Grecs ont qualifié d'hubris cette démesure catastrophique qui nous éloigne de la tempérance, que Montaigne résumera dans l'ultime phrase ajoutée à ses essais. Et au plus élevé trône du monde, si ne sommes assis que sus nostre cul. Dans les années 1970, François Cavana, fondateur de Harakiri puis Charlie Hebdo, publia un triptyque, L'aurore de l'humanité. Les livres avaient pour titre « Et le singe devint con » 1972, « Le con se surpasse » 1975 et « Où s'arrêtera-t-il » 1977. Tout est dit. Certes, on peut contester cette généalogie trop linéaire pour être honnête. Nous ne descendons pas du singe puisque nous sommes plutôt cousins. Nos catégories de primates respectives seraient issues de l'introuvable LUCA, Last Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel. Le dit commun ancêtre était-il un grand con déjà? Est-ce lui qui apparaît au début de 2001, l'Odyssée de l'espace, lorsqu'un singe, au contact d'un monolithe extraterrestre, acquiert l'intelligence, use d'un os comme outil, et très vite, comme massue pour oxyre son semblable sur fond de Richard Strauss? Une arme est née, l'humanité peut prospérer, la connerie et l'hubris dans son giron. Jadis considérée comme l'apparition fulgurante et miraculeuse des ingrédients qui firent de l'Homo sapiens une espèce hors norme, il arrive que le néolithique se voit justement interprété aujourd'hui comme le temps d'éclosion de la propriété privée, du pouvoir pyramidal, du patriarcat, des inégalités, des injustices, de la colère sociale et de la violence. En l'occurrence, un prodigieux catalyseur de conneries envers laquelle nous fîmes promptement acte de servitude volontaire, complaisante et zélée, quel que soit le malheur qu'elle nous cause en retour. L'aurore de la connerie coïncide-t-elle vraiment avec la civilisation? Prudence, évidemment. En tout cas, déferla sur tous les continents notre danse macabre menée par la mort et l'aveuglement, tout un pandémonium tragicomique digne d'un tableau de Jérôme Bosch. Que de taches, de coulures et de repentir dans cette fresque que l'on aimerait imaginer pour illustrer notre destinée. Et gageons que dans son ironique éloge de la folie, bien avant que ce dernier vocable ne se voie confisqué par la psychiatrie, Erasme évoquait en réalité la connerie. C'est-à-dire le contraire de la sagesse, et non pas de l'intelligence, puisqu'il existe tant de cons qui n'ont même pas l'excuse de l'ignorance. Si tentant que ce soit, nous commettrions néanmoins une assez belle ânerie en résumant l'aventure humaine à ses éraflures. Après tout, nous comptons à notre actif l'art et la science, la démocratie, la coopération internationale et tant de fleurons dont n'auraient même pas osé rêver nos milliards d'ancêtres disparus. Nos capacités uniques à nous abstraire de nos perceptions immédiates, à spéculer sur ce qui n'existe pas encore, à ruminer ou fantasmer ce qui n'existe plus, à forger, manipuler, exacerber des croyances et des idées dont nous nous persuadons qu'elles sont réelles, nous rendent individuellement ou collectivement capables du meilleur comme du pire. Le meilleur, par exemple, avec les avancées inouïes de la science des 19e et 20e siècles, desquelles nous restons redevables. Le pire, lorsqu'au nom du progrès, cette même science déclencha des campagnes d'eugénisme radical
pour lutter contre la dégénérescence censée menacer notre patrimoine culturel et biologique commun. Tout est son contraire, la splendeur et la crapulerie, les miasmes et l'éclat, enchevêtrés, indissociables au gré des vents et tourbillons des siècles. Dans 2001, sans la simiesque andouille découvrant le pouvoir de la violence à la sauce Strauss, Richard, celui d'Ainsi par les Zarathustra, nous ne jouirions pas du gracile ballet des engins spatiaux à la mode Strauss, Johann, celui du beau Danube bleu. Aujourd'hui, en martyrisant la planète, en lui demandant plus qu'elle ne peut offrir pour nos si précieuses personnes, nous scions la branche de l'évolution sur laquelle nous sommes assis, mais aussi toutes les autres, si ce n'est le tronc. Nous avons cependant élaboré les outils scientifiques pour en prendre conscience, numériques pour nous mobiliser en un temps record, politiques pour agir. Conneries et sagesse jumelées, revers l'une de l'autre toujours et encore. Reste à savoir si, au seuil enténébré d'une catastrophe verte, nous serons suffisamment futés pour échapper au tout à l'égout de l'évolution, nous qui refuserons toujours les histoires dont nous sommes les héros si elles se terminent mal. La connerie, ça fait des histoires. Justement, l'histoire sert à écrire des histoires, à tirer les lois générales et les enseignements d'une infinité de micro-faits saupoudrés par le hasard, à nous persuader que nous ne nous trouvons pas embarqués dans une course folle, une caracole absurde, mais qu'à l'échelle des siècles, nous allons du point A au point B en empruntant des détours, que nous survivons aux épreuves, que nous en tirons profit et nous améliorons, que les événements ont un sens, c'est-à-dire à la fois une trajectoire et une signification. Mais comment les raconter, ces récits? En sélectionnant quels faits? Les batailles et les grands hommes? Les échanges culturels et commerciaux? Les mentalités? La vie quotidienne? Pour montrer quoi? À quel public? Quelles histoires de l'histoire sont les plus véridiques? Ou les plus utiles? Ce qui n'est pas la même chose. L'histoire, après tout, ne serait-elle qu'une connerie de plus? Oui, pour peu qu'on la prenne pour une machine à pondre des certitudes. Et que l'hubris ubuesque saisisse les historiens pour juger les temps arriérés du haut de notre Olympe actuel. En temps normal, ils savent éviter cet écueil. Une enquête est le fruit d'une curiosité, d'une soif d'explorer, de débroussailler, de comprendre, sans savoir ce qu'on va trouver, ni forcément ce qu'on cherche, et sans s'ériger en théoricien ni donneur de leçons. À ces conditions, pourquoi la connerie, au fil de ses mues, de ses défroques ou de ses paillettes, ne serait-elle pas digne, elle aussi, d'intérêt? Pourquoi ne pas esquisser le portrait de cette créature incendiaire renaissant perpétuellement de nos cendres? En un mot, disséquons les cons, mais avec doigté, et allons voir chez eux si j'y suis. Jean-François Marmillon. La préhistoire de la connerie. Jean-Paul Demoule, professeur émérite d'archéologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancien président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, INRAP. Tout a très mal commencé. On ne sait même pas, en effet, d'où vient le mot « con ». Certes, du latin « cunus », mais au-delà. On met parfois « cunus » en relation avec le latin « cuniculus », lui-même d'origine inconnue, mais peut-être ibérique, et qui désigne à la fois le lapin et une petite galerie souterraine. En effet, comparer le sexe féminin à un petit lapin pourrait ne pas être très différent que de le comparer à un félidé femelle, allusion à chaque fois à une douce pilosité. Mais cette étymologie conjecturelle est parfois qualifiée de populaire, donc suspecte. Si l'on remonte maintenant à l'hypothétique langue indo-européenne originelle, censée avoir été parlée au néolithique quelque part en Europe, les linguistes, qui s'en disent spécialistes, hésitent à faire dériver ce cunus d'une racine ske, qui voudrait dire caché, ou au contraire d'une racine custe, qui désignerait l'intestin ou la vessie, ou encore d'une racine skere, qui voudrait dire couper. On rapproche aussi cunus de l'anglais kant et du néerlandais koet, appellation vulgaire actuelle du sexe féminin dans ces langues et qui proviendrait d'un mot proto-germanique kunton. Mais les linguistes se disputent pour savoir si ce kunton proviendrait à son tour, toujours dans l'indo-européen originel, d'une racine guné, femme,
à rapprocher du grec ancien gouné, d'où provient gynécée, ou bien de la racine gen, naître, à rapprocher du grec génos, qui a donné généalogie, ou encore de la racine gueux, cavité, sans compter la racine kunjan, allumé, que l'on retrouve dans l'anglais kindle. Dans tous les cas, cela n'explique pas pourquoi un mot d'usage très vulgaire, désignant à l'origine le sexe de la femme, servirait en même temps à qualifier la bêtise humaine en général, même s'il est des expressions ambivalentes comme « con comme une bite ». Il est difficile de ne pas y voir un symptôme éclatant de la domination masculine. Dans l'excellente Psychologie de la connerie, 2018, Edgar Morin rappelait comment Jacques Prévert, condamnant son utilisation injurieuse et machiste, lui avait fait remarquer que « con » était un des plus beaux mots qui soit. Mais je reviendrai sur cette question originelle. Des primates déjà très cons. Retournons auparavant en ces temps, il y a quelques millions d'années, où toutes sortes de primates arpentaient les savanes et forêts d'Afrique. Ces espèces frivoles et primesautières copulaient les unes avec les autres, ne cessant de se métisser. Sans entrer dans des détails trop érudits, un promeneur ou une promeneuse aurait pu identifier, selon les lieux et les époques, les ancêtres des gorilles, des chimpanzés ou des bonobos, mais aussi bien des ardipithèques, des australopithèques, des kényanthropes, des sahelanthropes ou des paranthropes, entre autres, tous subdivisibles eux-mêmes en diverses et éphémères variétés. Chaque paléontologue, ils sont loin d'être cons, tenant à chaque fois à définir sa propre espèce à partir de quelques frêles fragments osseux. Mais voici 2 millions d'années émergea une nouvelle espèce, Homo erectus, ainsi nommée parce que cet individu se tenait un peu plus droit que ses congénères. Position redressée qui eut aussi pour conséquence de rendre le sexe de la femelle, puisqu'on en parle, beaucoup moins visible. Certains, trop curieux ou irresponsables, ou trop cons, s'écartèrent un peu plus à chaque génération de leur territoire africain d'origine. Peu à peu, au fil des millénaires, quelques-uns atteignirent ainsi l'Asie, où ils évoluèrent progressivement en Homo denisovensis, puis l'Asie du Sud-Est, jusqu'à se retrouver isolés dans des îles de l'Indonésie, comme Homo floresiensis, ou des Philippines, comme le tout nouveau Homo luzonensis. Une connerie d'ailleurs, car ces deux derniers y devinrent de plus en plus petits avant de disparaître. Mais j'anticipe. D'autres étaient remontés vers l'Europe et se retrouvèrent, au gré des glaciations, dans des environnements très froids, ce qui était plutôt et inutilement inconfortable. C'étaient les hommes de Néandertal. Encore heureux qu'ils aient appris à domestiquer le feu. La plupart des Erectus, cependant, étaient sagement restés sous les cieux cléments de l'Afrique. Ils n'en continuaient pas moins à évoluer, puisque tel était chez cette espèce comme chez d'autres, l'incontournable, mais au résultat pas toujours très heureux, loi de la sélection naturelle. Une peau plus noire protégeait certes mieux des rayonnements solaires, mais un cerveau plus gros, avec plus de connexions neuronales, était plus propice à des idées nouvelles et plus ou moins saugrenues, autrement dit, à l'invention de nouvelles conneries. D'autres espèces, telles les étoiles de mer, s'étaient trouvées très bien comme elles étaient, ayant atteint une sorte de perfection, et n'évoluaient plus depuis des centaines de millions d'années. La sagesse. À la sélection naturelle s'ajoutait la sélection sexuelle, c'est-à-dire le choix préférentiel de tel ou tel partenaire doté ou doté de telle ou telle particularité physique, sans que l'on sache si des critères non matériels entraient aussi en ligne de compte. Une propension à la connerie, par exemple. Et avec Sapiens, ça ne s'arrangea pas. Nos Erectus se transformèrent donc peu à peu, en divers points d'Afrique et à partir de 300 000 ans environ, en Homo sapiens. Et à nouveau, les plus irresponsables, les plus cons, d'entre eux commencèrent, il y a quelques 160 000 ans, à s'aventurer peu à peu hors d'Afrique vers des contrées de moins en moins hospitalières, de plus en plus froides, jusqu'à carrément atteindre les Amériques en passant par le détroit de Bering, alors en glace, il y a sans doute 25 000 ans. Le tout pour redescendre à nouveau vers le sud, qu'il aurait été infiniment plus simple de ne jamais quitter. Ce faisant, ils entreprirent un peu partout de décimer la faune locale, mais aussi les espèces humaines qui les avaient précédés, et qui étaient pourtant leurs cousins éloignés. Début de la 6e grande extinction des espèces, qui maintenant s'accélère avec des conséquences qui pourraient être catastrophiques.
Voici 12 000 ans, il n'était néanmoins qu'1 ou 2 millions d'humains sur Terre, répandus sur tous les continents, Amérique du Sud et Australie comprises. Seule une grande partie des îles de l'Océanie restait à occuper, ce qui allait se faire bientôt. Il ne se bousculait guère à raison d'un humain pour 75 km² de terres émergées, soit 0,01 habitants au kilomètre carré contre 94 habitants au kilomètre carré dans la France d'aujourd'hui, Guyane comprise, et 1083 au Bangladesh. Ils vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, plus ou moins nomades, selon les ressources saisonnières locales, et avaient beaucoup de temps libre. Les chasseurs-cueilleurs, observés par les ethnologues, ne consacraient en moyenne que 3 ou 4 heures par jour à leur subsistance. Et en général, il y avait peu de différence de richesse entre eux, du moins si l'on en croit leurs tombes. L'inconvénient principal, sur l'actuel territoire français du moins, tout comme sur une partie des autres continents, était le froid, les glaciers s'étendant à l'époque sur tout le nord de l'Europe et jusqu'à la Belgique. Ils avaient donc été obligés, sans doute depuis l'époque de Néandertal, d'apprendre à construire des abris, yourtes ou tipis. Les grottes, loin d'exister partout, n'étant que des lieux d'occupation temporaire, voire des sanctuaires quand ils les décoraient de peinture. Ils avaient dû aussi inventer les vêtements, et même l'aiguille à chat pour la couture des peaux de bêtes, il y a une vingtaine de milliers d'années. Retour au Cunus originel. Que faisaient-ils de leur temps libre, des quelques 20 heures pleines qui leur restaient à occuper hors temps de sommeil? Leur cerveau ne cessait de croître en complexité, toujours par la faute de la sélection naturelle. Dès 40 000 ans, leurs capacités psychomotrices étaient visiblement identiques aux nôtres, tout comme leurs préoccupations. Un cerveau devenu en excès par rapport aux stricts besoins de survie, donc qui faisait de plus en plus de place aux fantasmes, aux rêves, à la folie, et finalement à la connerie. Dès qu'ils commencèrent à représenter, en sculptant, peignant ou gravant, 2 thèmes les préoccupèrent. Les animaux d'une part, figurés par dizaines de milliers, non pas les animaux qu'ils mangeaient. Sur le territoire français, ils consommaient pour l'essentiel des rennes. Mais plutôt ceux qu'ils respectaient ou qu'ils craignaient. Normal pour des chasseurs. Leur second sujet de préoccupation et de représentation, d'autre part, étaient des femmes nues, aux formes extravagantes. La plus ancienne de ces sculptures provient d'une grotte du Jura souabe, Haut-les-Fels. En ivoire de mammouth, elle mesure 6 cm de haut. Ses seins sont démesurés et en défient à la pesanteur terrestre. Sa vulve, tout autant. Vous avez dit Cunus? De plus, elle n'avait pas de tête, non pas brisée, mais remplacée par un anneau de suspension. La tête n'était visiblement pas pour eux la partie la plus importante du corps des femmes. Les préhistoriens nomment du terme noble et chaste de Vénus les centaines de statues de femmes nues de cette époque, dites du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire en Europe entre 40 000 et 12 000 ans environ. Maternité, fécondité, fertilité? Sexualité plutôt, vue du côté masculin, pour la seule espèce de primate dont les femelles sont censées être réceptives continuellement, à la différence de toutes les autres mammifères. Ainsi, les humains peuvent-ils faire l'amour n'importe quand, mais avec toutes les tensions sociales permanentes induites. Chaque femme aura pu le vérifier, ne serait-ce qu'en prenant les transports en commun. Les récits mythologiques ou épiques sont remplis de copulations, d'enlèvements, de viols. Les guerres ont pour but et conséquence au moins autant de violer les femmes des ennemis que de tuer les 10 ennemis. Certes, on n'est plus ici dans la connerie, mais dans le crime et l'abjection. Il n'est cependant pas indifférent de pouvoir faire remonter la domination masculine aussi haut dans le temps. Une nouvelle connerie qui en appela 3 autres. Il y a 12 000 ans, donc, la planète n'abritait qu'1 à 2 millions d'humains. Comment en est-on arrivé, en si peu de temps, aux 7 et bientôt 10 milliards actuels, dont 1 milliard est en sous-nutrition et un autre milliard en surpoids, et où 1% de l'humanité possède la moitié des richesses mondiales? Une seule réponse, ou plutôt une seule connerie, sinon la connerie, le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire. En effet, la garantie nouvelle d'une nourriture beaucoup plus sécurisée, associée à la sédentarité, a fait en peu de générations exploser la démographie humaine.
Alors que les chasseuses-cueilleuses n'ont en moyenne qu'un enfant tous les 3 ou 4 ans, les cultivatrices des sociétés traditionnelles en ont un chaque année, même si une bonne partie meurt en bas âge. Ce boom démographique va balayer progressivement les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui seront repoussées ou assimilées, voire massacrées, comme on peut le voir encore aujourd'hui dans la forêt brésilienne. Dans des zones reculées, ce mode de vie tiendra un peu plus longtemps, du moins dans les zones moins prisées par les agriculteurs. Ainsi, dans l'archipel japonais, la civilisation dite de Jomon, établie dans un biotope relativement riche en ressources marines et en produits de la forêt, ne fera place à l'agriculture que dans les tout derniers siècles avant notre ère. L'explosion démographique provoquera à son tour 3 conneries supplémentaires: le travail, la guerre, les chefs. Le travail, car les humains passèrent ainsi des 3 ou 4 heures qu'utilisaient les chasseurs-cueilleurs à chasser, pêcher et cueillir, à la journée continue des agriculteurs, mais tout autant celle des ouvriers de l'industrie et désormais des employés de bureaux du secteur dit tertiaire que nous sommes presque tous devenus. C'est pourquoi l'ethnologue Marshall Chalins avait remarqué dès les années 1960 que si nous définissons l'abondance comme un rapport coût-profit entre l'énergie dépensée et le résultat, les seules sociétés d'abondance furent celles des chasseurs-cueilleurs. Quelle connerie la guerre, confiait Prévert à Barbara en 1946, dans les ruines de Brest dévastées par les bombardements. La violence entre mâles humains a certainement dû exister de tout temps. Ils sont en effet assez cons. Avec une démographie galopante et la sédentarité, des territoires permanents ont remplacé les parcours nomades des chasseurs-cueilleurs. Au cours du néolithique, les villages, jusque-là ouverts, se perchent sur des hauteurs et s'entourent de fortifications, palissades, fossés, remparts de pierre et de terre. Les blessures se multiplient sur les squelettes. Des armes spécifiques sont inventées rien que pour la guerre: poignards, épées, boucliers, casques, jambières, et cela ne cessera plus jamais. La connerie est-elle réversible? Les chefs, cette 3e connerie. L'archéologie constate qu'au sein des cimetières néolithiques, relativement égalitaires, commencent au bout de 2 ou 3 millénaires, en parallèle avec la guerre, à apparaître en Europe, mais aussi ailleurs, les tombes d'individus beaucoup plus riches, avec des parures en or, des haches en jadéite, des sceptres, des objets rares venus d'ailleurs. Les statuettes de femmes nues, dont la tradition s'était poursuivie avec le néolithique, font désormais place à des statues de guerriers en armes. Et cela ne cessera plus jamais. Bientôt, ces sociétés dites à chefferie déboucheront sur les premiers États, il y a déjà 5000 ans, avec leurs dirigeants, leurs polices, leurs armées, leurs clergés, leur bureaucratie. La monoculture des céréales, facile à décompter et à prélever comme l'a montré récemment l'ethnologue James Scott, sera leur principal moyen de prise de contrôle sur les populations. Cette connerie semble néanmoins à double sens. Si l'on peut comprendre la volonté de pouvoir de certains individus, on a du mal à admettre que les autres, la très grande majorité, les laissent faire. Cette question essentielle a été posée il y a 500 ans par Étienne de la Boétie, dans son traité sur la servitude volontaire. Il y proposait 3 réponses possibles. L'habitude, qui fait qu'on ne peut pas envisager qu'un autre monde soit possible, « There is no alternative », pour reprendre une citation particulièrement conne, le réseau pyramidal d'affidés, qui profite du système, et enfin la religion, qui apprend la soumission et la résignation au nom d'un monde meilleur après la mort. En effet, les souverains se prétendent toujours en lien direct avec le surnaturel, se font sacrer lors de cérémonies, quand ils ne jurent pas sur la Bible ou le Coran. Mais si la Boétie tente d'expliquer pourquoi nous sommes assez cons pour obéir, il ne développe pas l'hypothèse que la résistance serait possible. L'ethnologue français Pierre Clastre avait montré que dans beaucoup de sociétés traditionnelles existent des mécanismes pour contrer la montée de pouvoirs excessifs: dérision, obligation de redistribution des richesses, remise en jeu constante du prestige du grand guerrier, inhumation du grand homme avec ses richesses, etc. Dans les périodes historiques documentées par des écrits, révoltes et révolutions ont régulièrement renversé des pouvoirs jugés excessifs. Des tentatives d'organisation plus démocratique, non seulement politique mais aussi sociale, ont parfois été expérimentées. Certaines sociétés, comme les Inuits ou les Amérindiens des Grandes Plaines,
faisait alterner, selon les saisons, des moments d'ordre coercitif, notamment pour l'organisation de la chasse, et des moments au contraire d'anarchie quotidienne le reste de l'année. Ainsi, par un long enchaînement de conneries préhistoriques, à chaque fois évitables, l'humanité en est arrivée là. Certes, quel que soit le devenir de cette humanité et de son environnement, la planète Terre n'en continuera pas moins de tourner, du moins jusqu'à l'extinction du Soleil prévue dans quelques 5 milliards d'années. Mais tout cela était-il vraiment inévitable? La connerie est-elle le propre de l'homme? Jacques Vauclair, fondateur du Centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et de l'émotion de l'Université d'Aix-Marseille, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Dans ce chapitre, il sera question de primates, donc de bêtes. D'après le Littré, une bête serait un animal placé au-dessous du genre humain. La bête serait privée de raison, car, selon Descartes, c'est une machine. D'après cette définition, le primate humain, autrement dit l'homme, serait comparativement plus intelligent et donc peu bête. Il ne sera pas à l'ordre du jour de traiter ici de l'intelligence des primates pour rehausser leur statut cognitif. Cela a déjà abondamment été fait, plus personne ne conteste aujourd'hui que les animaux sont dotés, comme l'humain, de systèmes sophistiqués de traitement de l'information grâce à des processus cognitifs et émotionnels complexes. Une question de recul sur les erreurs. Oui, les primates sont intelligents. Étant des animaux sociaux, ont-ils développé certaines relations laissant à penser qu'ils pourraient attribuer de la connerie à autrui? Voici 3 exemples qui peuvent le laisser penser. Le chapardage de nourriture est très fréquent entre singes. Il relève systématiquement de la catégorie des comportements qualifiés d'intelligents. En effet, un individu dominé, donc pour l'homme seulement une sorte de con, fait preuve d'astuce en accaparant la nourriture d'un dominant alors que celui-ci a le dos tourné. Ce dernier, qui n'a pas vu le chapardage, est-il pour cela rétrogradé au statut de con par les autres? Certes non, il en faut beaucoup plus pour le destituer. S'il existe un éventuel souffre-douleur au sein d'un groupe, est-il pour autant, aux yeux des autres, un con? Non, car souvent il s'agit d'un dominé qui se voit contraint d'obéir aux lois strictes de la hiérarchie sociale, lesquelles sont utiles pour la survie du groupe et non pas pour le plaisir de rabaisser l'autre, comme chez les humains. Enfin, on pourrait penser que des singes sont capables de s'allier pour jouer une farce à un congénère, le prenant en quelque sorte pour un con. Cela est improbable, car il s'agit là d'une conduite proprement humaine, nécessitant d'attribuer des intentions et des croyances à autrui, ce dont les singes n'ont que faire pour leurs exigences quotidiennes, sauf à les dresser pour faire de soi-disant farces sur une piste de cirque. Pour l'heure, aucun exemple, même anecdotique, ne permet de penser que certains singes en prennent d'autres pour des cons. Car prendre un autre pour un con consiste en une conduite intentionnelle, impliquant un jugement contrevenant chez l'humain à une exigence morale basique. Or, une telle remise en question de valeur s'avère incompatible avec les capacités et les nécessités biologiques de nos cousins. Force est de constater que si les primates humains profitent de comportements erronés ou déviants chez les autres pour les traiter de bêtes, de cons et plus encore, les primates non humains n'exploitent pas leurs capacités intentionnelles relativement faibles, comparées à celles prêtées aux humains, pour s'injurier. Dans notre vie sociale, on n'est jamais un con tout seul, puisque c'est à travers les regards et les jugements des autres que la condamnation est prononcée. Ce qui comparativement rend les singes plus bêtes que les hommes, c'est qu'avec nos expériences en neurosciences et en sciences cognitives, même si nous ne pouvons gommer erreurs, biais, bêtises de traitement, nous pouvons les identifier. C'est là notre part d'anti-connerie. Quoiqu'en science aussi, on peut rencontrer de belles conneries, qui vont de l'erreur à la falsification. À défaut de prendre certains de leurs congénères pour des cons, on peut se demander si les singes partagent avec les humains des déviations de traitement de l'information, autrement dit des erreurs, des biais et autres conneries. Les singes, en tant que proches cousins, tombent-ils dans les mêmes pièges, comme les illusions perceptives? Leur prise de décision dans des situations de jugement souffre-t-elle des mêmes types de biais? Les quelques exemples expérimentaux qui suivent
attesteront d'une certaine façon de la connerie des primates. Ils permettront de dire non pas malin comme un singe, mais bête comme un humain. Les singes se bercent d'illusions. Et si la connerie était déjà une affaire d'illusions? Classiquement, les illusions d'optique sont considérées comme des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité telle qu'on la quantifie objectivement avec des instruments de mesure. Une illusion d'optique est donc une configuration qui trompe le système visuel humain en aboutissant à une perception déformée de la réalité. J'en citerai 3. Selon l'illusion de Delboeuf, un disque noir apparaît plus petit lorsqu'il est entouré d'un cercle plus grand et inversement. Même les spécialistes de la perception visuelle commettent cette erreur. Qu'en est-il du primate non humain? Les macaques et les singes capucins, entraînés à sélectionner sur ordinateur le plus grand des 2 disques présentés, s'illusionnent de façon comparable. Si on leur propose 2 portions différentes de nourriture sur 2 assiettes de même taille, les chimpanzés préfèrent la plus grande portion, sans surprise. Toutefois, lorsque les assiettes sont de tailles différentes, mais les portions de quantité semblable, l'équivalence des portions est mal perçue. Les chimpanzés préférant alors la même portion dans une petite assiette plutôt que dans une grande, qui leur paraît moins remplie. Ils choisissent même une plus petite quantité dans une petite assiette plutôt qu'une plus grande dans une grande assiette. Testés de façon comparable, les humains s'avèrent aussi bêtes dans leur choix. De l'intérêt pour les restaurateurs de connaître ces résultats avant d'adopter la taille de leurs assiettes. Enfonçons le clou à l'aide d'une deuxième illusion, celle du corridor. Alors qu'elles sont de même taille, la personne située dans la partie inférieure de l'image semble plus petite que celle située dans la partie supérieure. Entraîner à manier un joystick quand les images de 2 personnes paraissent de tailles différentes et s'abstenir dans le cas contraire, des babouins se bercent de la même illusion avec le corridor, tout comme les chimpanzés et tout comme les humains. Enfin, avec l'illusion du solitaire, les points blancs nous paraissent à tort plus nombreux lorsqu'ils sont regroupés au centre et vice-versa. En fait, les 2 configurations comportent un nombre identique de points blancs et noirs, à savoir 16. Des singes capucins entraînés à choisir celle qui en contient le plus sont tout aussi sujets que nous à cette illusion. La question philosophique serait de savoir pourquoi les primates humains et non humains font preuve, dans certains contextes, de traitement de l'information clairement fallacieux. Est-ce une réponse adaptative? Et si oui, à quoi? Bazarder le hasard ou l'effet la main chaude. On dit d'un sportif, par exemple d'un joueur de basket-ball, qu'il a la main chaude quand il réussit une série de paniers, autrement dit, quand il se montre particulièrement performant de façon cumulative. Et pourtant, rentrer un panier, ou 5, ou 10 de suite, n'augmente absolument pas la probabilité de réussir la série de paniers suivants. Ce sentiment de main chaude, autrement dit d'une réussite à coup presque sûr, prend appui sur une interprétation anormalement positive. Cette négation du hasard a été observée dans d'autres domaines, comme celui des paris, lancers de dés, ou de la finance. Les singes partagent cette tendance à rechercher des résultats prévisibles dans des événements pourtant indépendants sur le plan statistique. Par exemple, pour obtenir une récompense alimentaire, les macaques savent repérer l'ordre de présentation de photographies lorsqu'ils surgissent de façon régulière à gauche ou à droite d'un écran d'ordinateur. Si elles apparaissent ensuite au hasard, les singes portent leur regard sur l'écran comme s'ils attendaient à ce que les séries apprises se reproduisent. Le biais de la main chaude pourrait donc leur être attribué. Quand le chimpanzé se mélange les pinceaux. Parmi les nombreux biais cognitifs décrits chez l'homme, l'effet Stroop désigne l'interférence entre une tâche cognitive principale et une tâche secondaire automatique. Dans l'épreuve du Stroop, des noms de couleurs sont écrits avec une couleur différente. Par exemple, le mot « bleu » est écrit en rouge. Le sujet doit donner la couleur de l'encre. Une interférence, donc une erreur, se produit lorsqu'il dit bleu au lieu de rouge. Les erreurs sont beaucoup plus nombreuses et les temps de réaction mis pour donner la couleur beaucoup plus longs en situation d'incongruence, bleu écrit en rouge, que de congruence, rouge écrit en rouge. Ce biais attentionnel
est aussi étudié dans le cas où des mots à signification émotionnelle, mort ou joie, et des mots neutres, tasse, sont imprimés dans 3 couleurs. Par exemple, les mots négatifs sont en vert, les mots positifs en bleu et les mots neutres en rouge. Chez l'humain, la couleur des mots est nommée plus lentement quand les mots sont négatifs, mort écrit en vert, comparativement au temps mis pour nommer celle des mots neutres. Il s'agit d'un effet émotionnel de Stroop. Une version existe pour les chimpanzés. 2 carrés colorés apparaissent sur un écran tactile. Les chimpanzés sont récompensés pour toucher avec la main le cadre bleu, mais pas le cadre jaune. Protocole Go, No Go. Les chimpanzés sont plus lents et moins précis pour désigner les cadres bleus dont la forme interne est jaune plutôt que bleue. Il s'agit d'un effet classique du Stroop. Dans une seconde expérience, des photographies en couleur du vétérinaire, du soigneur et d'un étranger sont présentées dans des cadres de couleur. Les chimpanzés sont plus lents à toucher la cible du cadre bleu quand l'image du vétérinaire y est insérée, que quand il s'agit de l'image d'un étranger ou du gardien. Cet effet est très fort chez les animaux anesthésiés récemment par le vétérinaire. Ces résultats sont passionnants. Toutefois, des milliers d'essais sont nécessaires pour entraîner les chimpanzés dont les comportements interindividuels s'avèrent de plus très contrastés. Exploitation des biais pour le bien-être animal. Beaucoup de conduites humaines, comme les erreurs de raisonnement ou les biais cognitifs, ont été cataloguées dans l'ouvrage Psychologie de la connerie comme des manquements. L'état affectif modifie le traitement des informations, et donc le jugement. Par exemple, des personnes diagnostiquées comme dépressives portent un jugement pessimiste à propos d'une situation ambiguë en la considérant comme négative, alors que des personnes dans un état émotionnel optimiste identifient cette même situation comme positive. Les primates non humains manifestent-ils de telles déviations de jugement en fonction de leur état émotionnel? L'étude des biais cognitifs chez l'animal est très récente et a débuté au début des années 2000, principalement pour accroître le bien-être animal. Il a été observé que les biais de jugement chez les animaux permettent d'identifier les réactions positives ou négatives d'adaptation à l'environnement. L'impact de différentes procédures d'élevage, censées induire un état affectif général positif ou négatif, a été testé chez des macaques. On leur présente tout d'abord sur un écran 2 lignes de longueur nettement différentes. Afin de recevoir une récompense alimentaire, ils doivent toucher une ligne en s'abstenant de toucher l'autre. Lorsque des lignes de longueur presque identiques sont présentées, les sujets vivant dans un environnement pauvre en stimulation se trompent davantage. Comme les humains anxieux et déprimés, les singes stressés manifestent des biais de jugement, donc des erreurs de traitement de l'information. De telles situations expérimentales sont contraignantes pour les animaux et s'avèrent éloignées de leur comportement plus habituel, comme reconnaître les expressions faciales des congénères. Une expérimentation a justement testé le biais d'attention chez les macaques rhésus. Il consiste pour un individu à porter son attention vers ce qui le préoccupe à un moment donné. Cette attention dure, selon les cas, plus ou moins longtemps. Les chercheurs ont montré des paires d'images représentant des visages de congénères mâles adultes. Dans chaque paire, une image présente une expression agressive et l'autre une expression neutre. La direction du regard vers ces images est enregistrée. Chaque singe est testé 2 fois, à la suite d'un état stressant, bilan de santé vétérinaire, puis d'une situation positive, enrichissement de l'environnement avec des jouets, etc. Après l'expérience stressante, ils font preuve d'un net évitement des visages agressifs. En revanche, après la période d'enrichissement, leur attention est plus soutenue vers ces mêmes visages agressifs. L'état émotionnel du singe régule ainsi son niveau d'attention sociale envers les réactions de ses congénères. De telles observations invitent à se montrer plus attentif au contexte de vie des singes. Les illusions et les biais apparaissent comme des distorsions, des erreurs perceptives et de jugement, dans le traitement perceptif et cognitif d'informations particulières. La question est de savoir si de telles réponses constituent malgré tout des aides et raccourcis pour économiser des ressources cognitives et prendre, en contexte, des décisions rapides et efficaces. Une erreur pour un bien?
De plus amples recherches sont nécessaires avant de pouvoir dire si les primates souffrent du même syndrome de connerie que leurs cousins humains. La sélection naturelle des connards. Rencontre avec Steven Pinker, linguiste et professeur de psychologie à l'université de Harvard. D'un point de vue évolutionniste, comment expliquer une telle prolifération de la connerie dans l'histoire de l'humanité ? Je pense tout d'abord que le goût désintéressé de la vérité nue, indépendamment de ses conséquences sur autrui ou sur nous-mêmes, est sans doute un cadeau des Lumières. Si l'on prône la rationalité, cela signifie que l'on accepte que d'autres puissent utiliser la raison contre nous, et que ce qui avantage le plus la communauté puisse nous désavantager personnellement. Or, la plupart des gens, dans un contexte de compétition sociale, s'intéressent en priorité à leur statut, à leur pouvoir, à leur considération. Si les faits remettent en cause leurs prétentions à la connaissance, à la sagesse, à la compétence, à la vertu, alors autant nier les faits, nier la logique allant à l'encontre de leur personne ou de leur groupe d'appartenance. D'autre part, la connaissance s'obtient de haute lutte. La science, le journalisme, l'université, les encyclopédies, les processus de vérification des faits sont des inventions très récentes dans l'histoire de l'évolution et même de la culture humaine. Notre intuition, notre sens commun, n'est pas de s'assurer la vérité des faits grâce à des sources faisant autorité, tout simplement parce que cela n'a jamais été une habitude durant l'histoire globale de notre espèce. Aujourd'hui encore, personne n'a le monopole de la vérité. Nous savons que les scientifiques peuvent se tromper, de même que les journalistes et les experts en tout genre. Avec tout cela, rien d'étonnant à ce que nous n'accordions pas toujours notre confiance aux sources que nous avons pourtant toutes les raisons de croire les plus fiables. Il n'y a rien d'intuitif, de naturel à nous y référer. Les connards représentent-ils un avantage évolutif pour un groupe social ? L'évolution ne se déroule pas pour le bénéfice d'un groupe, mais pour le bénéfice des gènes. La bonne question n'est donc pas de savoir si c'est bon pour le groupe, mais de savoir s'il est bon pour le connard d'être un connard. Et la réponse, clairement, est « c'est bien possible ». Jusqu'à un certain point en tout cas. Parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être un connard. L'avantage, c'est que l'on se sent plein d'assurance, qu'on cherche le pouvoir, qu'on revendique les ressources d'autrui. Les connards sont souvent populaires, ils trouvent facilement des partenaires sexuels. L'inconvénient, c'est qu'ils blessent beaucoup d'autres personnes qui peuvent alors unir leurs efforts pour les destituer ou les discréditer. Ce n'est pas prouvé, mais il est possible que certains connards prolifèrent naturellement, jusqu'à un certain point seulement. S'ils se mettent à aliéner trop de gens, ceux-ci finissent par se révolter. Et s'il y a vraiment trop de connards, ils vont se nuire mutuellement et perdre les avantages que l'on peut tirer de la coopération et de relations sociales harmonieuses. C'est une dynamique. La société en tolère un certain nombre parce que les connards eux-mêmes en tirent profit. Mais il y a des limites. Comment expliquer que des gens puissent voter pour un connard ? Souvenons-nous de la citation attribuée à Franklin Roosevelt à propos d'Anastasio Somoza Garcia, dictateur du Nicaragua. C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Les gens qui votent pour un connard votent pour leur connard, lequel peut s'avérer tout à fait charismatique et donner une image d'assurance, de domination. Pour peu qu'il soit votre allié, il peut combattre vos ennemis et se faire le champion de vos intérêts. Il peut donc être très dangereux de se voir dirigé par un connard. Certainement, en tout cas pour le connard lui-même, et pour ses alliés, mais pas forcément pour un pays dans son ensemble. Rarement, en réalité. La connerie est-elle globalement identique chez les hommes et les femmes ? Il existe des différences. Je ne suis pas un expert, mais peut-être que les mêmes gènes s'expriment différemment chez les hommes et les femmes. Les hommes sont plus facilement psychopathes et narcissiques, tandis que les femmes présentent davantage de troubles de la personnalité à tendance borderline, ou histrionique comme chez les divas. Cela dit, la connerie la plus nuisible concerne les deux sexes. En anglais, il est très rare qu'une femme soit qualifiée d'asshole, trou du cul. Je ne sais pas pourquoi. Pour elle, le mot le plus proche est probablement bitch, salope. Mais c'est un domaine politiquement sensible, parce qu'il peut paraître misogyne. Selon les points de vue que vous développez dans vos derniers livres, jamais nous n'avons été aussi éduqués, ni sans doute aussi intelligents. Cependant,
Les connards de la pire espèce n'ont jamais été aussi visibles grâce à Internet. Notre époque n'est-elle pas, malgré tout, la plus propice à l'extension de la stupidité? Il y a toujours eu de la connerie et des connards, des leaders fascistes, des dictateurs, des rois incompétents, mais indiscutablement, les connards ont bien davantage pignon sur rue. Car si nous n'avons jamais été aussi intelligents, aussi rationnels, il existe aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités pour les ignorants de se rassembler. Deux phénomènes entrent en jeu. D'abord, l'ascension des psychopathes narcissiques, et ensuite, la désinformation et le bullshit. Parfois, les deux tendances vont dans le même sens. L'humanité a-t-elle le monopole de la connerie? Existe-t-il des cons chez les animaux? Oh oui, il est probable que, selon nos standards, la plupart des animaux soient des cons. Ils ne présentent pas la même générosité, le même souci du bien commun que nous. Les mâles se trouvent en compétition pour la séduction des femelles, lesquelles vont parfois jusqu'à massacrer leurs rejetons respectifs comme chez les chimpanzés, nos plus proches parents. Beaucoup de spécialistes sont chatouilleux sur la question parce qu'ils souhaitent améliorer notre perception des animaux, particulièrement de ceux qui sont exploités ou en voie d'extinction. Il est donc difficile d'obtenir une réponse catégorique, mais d'après nos standards, oui, encore une fois, bien des animaux seraient de sales cons. Propos recueillis par Jean-François Marmillon. Sommes-nous violents depuis toujours? Marilène Patoumatis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département Hommes et Environnement du Muséum national d'histoire naturelle. Nous serions violents par nature. Les humains auraient été en perpétuel conflit depuis l'aube des temps. Tiens donc. Proposition qui mériterait pour le moins d'être nuancée. Force est de constater que la guerre occupe une place prépondérante dans les sociétés historiques et dans l'historiographie, puisqu'on la rencontre dès les premiers textes qui comptent les exploits des héros guerriers et des souverains vainqueurs. Elle a forgé notre histoire tout au long des derniers millénaires, validant ainsi le concept de la guerre de tous contre tous, développé au XVIIe siècle par le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son Léviathan, 1651. Pour autant, la guerre s'enracine-t-elle dans les premiers âges de l'humanité? À l'origine, le cannibalisme. Si la guerre est inhérente aux communautés humaines, nos ancêtres n'auraient donc été ni plus ni moins violents que nous le sommes. Pour asseoir cette thèse, de nombreux chercheurs se sont appuyés sur les études menées chez des peuples traditionnels. Cependant, les guerres indigènes décrites par les ethnologues ne peuvent être considérées comme la perpétuation de traditions ancestrales, car seules les données archéologiques peuvent permettre de prouver l'existence de conflits durant les périodes anciennes et d'en déterminer les causes. Or, si aujourd'hui encore dans l'imaginaire populaire, les humains préhistoriques sont souvent perçus comme des êtres violents, la réalité archéologique est tout autre. Les plus anciennes traces de violence apparaissent dans un contexte particulier, celui du cannibalisme. Sur plusieurs sites préhistoriques, des marques de désarticulation, de décharnement, de fracturation et de calcination ont été observées sur des ossements humains, témoignant de l'existence de repas cannibaliques. Cette pratique a perduré dans d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique, chez les Néandertaliens et les premiers hommes modernes, Homo sapiens, ainsi que chez les agropasteurs du Néolithique. Mais ces témoins de l'action d'un humain sur le corps d'un autre humain suscitent de nombreuses questions. Sont-ils les restes de repas cannibaliques, les témoins de rites sacrificiels ou de la pratique de rites funéraires particuliers? Les victimes consommées, dont on a retrouvé les ossements, appartiennent-elles à la communauté, édo-cannibalisme, ou sont-elles étrangères à celle-ci, exocannibalisme? Ont-elles été tuées avant d'être mangées? Aujourd'hui encore, toutes ces questions demeurent le plus souvent sans réponse. Quoi qu'il en soit, même si son existence a été démontrée grâce à plusieurs sites préhistoriques, le cannibalisme est relativement rare en regard de la période concernée, plus de 800 000 ans. Quant aux autres cas attestés de violence, hors rituel cannibalique, sur plusieurs centaines d'ossements humains du Paléolithique datant de plus de 12 000 ans, un peu moins d'une douzaine portent des marques de blessures consécutives à un acte de violence, choc porté à la tête par un objet contondant ou impact d'un objet pointu en bois ou en pierre. Si certaines de ces blessures ont entraîné la mort du sujet, la plupart sont cicatrisées, ce qui révèle que ces personnes n'ont pas été achevées.
ce qui tendrait à prouver que de telles traces résultent plus d'un accident, en particulier de chasse, ou d'une querelle interpersonnelle que de véritables conflits. Violence collective à l'aube du néolithique. Au Paléolithique, d'après les données archéologiques, les conflits intracommunautés étaient d'ailleurs rares, et les conflits intercommunautés apparemment absents, d'autant que la démographie était peu élevée, et les groupes humains dispersés sur de vastes territoires riches en nourriture. La probabilité que des affrontements aient eu lieu est donc faible. En outre, une bonne entente entre ces petites communautés était indispensable à leur survie, en particulier pour assurer la reproduction et donc la descendance. Les violences collectives semblent apparaître avec la sédentarisation des communautés qui débute à la fin du Paléolithique, aux alentours de 13 000 avant notre ère au Proche-Orient. Quelques squelettes humains, de femmes, d'hommes, d'enfants de tous âges, ont été découverts avec une ou des pointes de flèches fichées dans le corps, certains présentant des blessures dues à des coups violents portés à la tête ou à des impacts de projectiles. En outre, dans l'art rupestre du Levant espagnol, certaines peintures, datant entre 10 000 et 6 500 avant notre ère, représentent des scènes de rencontres armées entre groupes d'archers composés au plus d'une quinzaine d'individus de part et d'autre, scène absente dans l'art pariétal paléolithique. Cependant, à l'exception de 2 sites, 117 en Égypte à la frontière nord du Soudan et Natarouk dans le nord-ouest du Kenya, seuls quelques squelettes ont été découverts. Ce qui peut traduire l'existence de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.